la notion de mesure de l'innovation par le brevet, c'est un peu biaisé, parce qu'on fait un lien direct avec l'invention. Et on ne prend pas en compte ce qui a réellement engagé les choses auprès de la population et ce qui est un réel facteur de succès et d'adoption. En juillet 2010, au bord de la mer en Italie, le soleil brille de mille feux. Les serviettes sont dépliées sur les plages et le bruit des vagues rythme les pas des vacanciers qui se glissent dans l'eau. Pendant ce temps, dans le port de la Spezia, à peine conscients du paradis qui les entoure, une centaine d'étudiants ont les yeux rivés sur leurs écrans d'ordinateur, sur leurs cartes électroniques et sur de curieux engins motorisés. C'est dans ces conditions que mon équipe et moi-même avons participé au concours SOSI 2010 d'AUV, de sous-marin autonome, organisé par l'OTAN après 9 mois de travail intensif sous le nom d'Aquatis. Un AUV, Autonomous Underwater Vehicle, est un robot sous-marin autonome. Son objectif est la récupération de données cartographiques, atmosphériques, chimiques, vidéo, sonores et bien d'autres. Il existe différentes formes d'AUV dont les caractéristiques concordent avec le type de mission effectuée. Cependant, les fonctions de base des AUV sont toutes les mêmes: stabilisation, orientation, observation et interprétation, et prise de décision en fonction d'un journal de bord. À l'époque, nous étions de simples étudiants qui n'avaient jamais été confrontés à la complexité d'un tel projet. Et pourtant, nous sommes arrivés en finale de la compétition. L'année qui précédait le projet, je m'étais lancé avec 3 autres personnes dans une étude de faisabilité qui rassemblait des notions d'informatique, de mécanique et d'électronique. Cette étude nous a permis de constater ce qu'il serait efficace de faire ou non. Nous avons mis à l'eau plusieurs structures simples en PVC pour prendre conscience des problématiques de poids et de surface. Nous nous sommes renseignés sur les phénomènes rencontrés en mer, tels que l'électrolyse, qui prend un malin plaisir à dévorer les différents matériaux confrontés au milieu marin. Nous avons également réalisé des cartes électroniques pour vérifier que nous maîtrisions bien leur conception et leur programmation et que nous étions capables de les faire communiquer entre elles avec un ordinateur de taille réduite. De nombreux forums d'entraide, des publications de code open source et l'esprit collaboratif de nos compétiteurs nous ont permis d'avancer. L'année du projet débuta donc avec les résultats de cette étude de faisabilité et sans autre objectif que celui de réaliser un robot sous-marin. L'équipe, qui s'était bien épanouie la première année, ne voyait pas forcément d'intérêt à continuer le projet. Je me suis rendu compte qu'il nous fallait un objectif motivant, qui aille au-delà de la simple passion technique et qui soit finançable par l'école et d'éventuels partenaires. D'après les résultats de l'étude de faisabilité, nous avions besoin de 10 étudiants de plus pour véritablement développer le robot sous toutes ses dimensions. C'est alors que nous avons découvert le concours SOSI. Ce concours, créé en 2006 par le DSTL, Centre d'excellence scientifique regroupant 3500 chercheurs en Angleterre, a pour but de faire avancer la recherche dans le domaine de la robotique sous-marine en encourageant les étudiants à développer un robot totalement autonome qui agit sans intervention humaine autre que le démarrage du robot, capable de se localiser dans un environnement sous-marin tout en accomplissant des missions de difficulté croissante. Parmi les missions que l'AUV devait relever, il y avait celle de l'immersion, du suivi de pipeline, du passage de portes, représentés par des éléments flottants, du suivi de surface murale et de détection d'objets. Le robot devait notamment détecter une bouée orange, maintenue sous l'eau par un fil de nylon, s'avancer vers elle, puis la libérer. Cette dernière mission illustrait une problématique bien réelle, qui est celle du désamorçage de mines, aujourd'hui encore délivrées dans les océans, et risquant de tuer les équipages des navires qui auraient la malchance de croiser sur leur passage. Le suivi de pipeline intéresse quant à lui les pétroliers qui souhaitent détecter toute dégradation de matériel pouvant engendrer une catastrophe comme les marées noires. Donc ça, c'était le contexte en fait d'un projet qui se voulait plus ou moins étudiant, parce que c'est un projet que j'ai pris l'initiative de lancer dans le cadre de mon école d'ingénieur. Donc j'ai dû aller motiver des étudiants. C'est un projet qui nous a pris énormément de temps. À ce moment-là, je devais dormir 5 heures par nuit, parce que le soir, je travaillais avec ceux qui étaient plutôt du soir. Le matin, il fallait que je vienne. On avait réussi à négocier avec l'école un local pour travailler. Il fallait que je sois présent quand les premiers arrivaient pour tout coordonner. Donc ça a été un projet qui était assez intense.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ce concours, on est arrivé en finale. Le concours s'est terminé et je me suis demandé, mais en fait, à quoi ça sert? Il y avait toute la passion du défi technique, il y a toute l'animation de l'équipe, il y a eu énormément humainement, il y a eu énormément d'échanges. On était 14 étudiants à travailler autour de ce projet et que j'ai passé énormément de temps à coordonner, à animer, à structurer. J'ai participé techniquement aussi. Et puis le lendemain du concours, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et en fait, c'est là où j'ai eu le début d'une réflexion sur, bon, d'abord je vais me demander, c'était un robot, où est-ce qu'ils sont les robots, à quoi ils servent? Et je me suis rendu compte que la robotique, on en parlait beaucoup. Il y avait le magazine Planète Robot qui était né depuis pas longtemps, enfin ça faisait à peu près 2 ans qu'il existait à cette époque-là. Il faisait beaucoup de références à la science-fiction. Et la robotique réelle, en fait, on n'entendait pas beaucoup parler. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer le blog Shy Robotics, la robotique timide. Parce qu'en fait, on était vraiment dans un environnement où il y avait des chercheurs, des passionnés qui travaillaient sur les robots, mais vis-à-vis du grand public, les robots restaient timides. Donc ça, c'est la naissance de Shy Robotics, sur lequel j'ai publié en fait les trouvailles que j'ai fait avec mes recherches sur l'environnement de la robotique. Et après à peu près 2 ans de publication, mon site internet a commencé à avoir pas mal de succès. J'arrivais à 600 visiteurs par jour. Et là, j'ai commencé à avoir des questionnements qui sortaient complètement de mon cadre technique. J'avais des mères de famille qui commençaient à m'écrire en me disant mais en fait c'est horrible, les robots ils sont en train de nous voler nos emplois, on se déshumanise en fait à cause de la robotique, à cause de toutes ces mécaniques, et c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Et sur le coup, je me suis dit, bon, c'est un avis comme un autre. Moi, je suis passionné par la technique et j'avance sur cet aspect-là. Et en fait, j'ai été sollicité à plusieurs reprises là-dessus et j'ai vu qu'il y avait un vrai débat derrière. Et j'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une grosse interrogation sur la destruction de l'emploi et l'impact de la robotique dans le monde. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus et je me suis rendu compte que le problème, c'était pas la robotique, mais l'innovation. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à orienter mes recherches plus sur l'innovation. J'ai commencé à prendre beaucoup de notes pour essayer de comprendre les liens entre les problématiques économiques, ce qui fait qu'un emploi se crée, ce qui fait que une entreprise va s'arrêter de fonctionner parce que finalement une innovation aura dépassé l'offre que l'entreprise était capable d'amener sur le marché. Donc j'ai commencé à aborder un peu toutes ces problématiques. Et en fait, la structuration de ces notes, c'est ce qui a donné une première version de Smart World. Et là, en fait, celle qui a été publiée, c'est la 9e version. Donc il y a eu un gros travail d'écriture et de réécriture. Alors, la version finale, ça a été dur en fait, ce qui fait que j'ai publié, c'est parce que je me suis dit, il y a un moment, si j'arrête pas les choses, je partagerai jamais ce que j'ai découvert. Et effectivement, il y aurait pu y avoir d'autres versions parce qu'on n'est jamais content. En fait, on trouve toujours quelque chose à développer en plus ou des choses avec lesquelles on n'est plus d'accord, mais finalement on n'est plus d'accord parce qu'on a évolué, mais en fait c'est ça qui est publié déjà dans certains bouquins, donc finalement pourquoi je déciderais pas de partir sur une publication en accord avec des études, même si je sais que derrière ça a continué d'évoluer, peut-être qu'il y a des idées qui sont plus exactement défendues de la même façon aujourd'hui, mais finalement ça crée un débat et ça montre là où on peut regarder. Et je pense que c'est aussi l'idée des livres, c'est qu'on partage des idées, puis derrière, ça anime des discussions, des débats. Et
Donc la première chose, en fait, quand on parle d'innovation, je pense que ce qui est important, c'est de définir ce que c'est que l'innovation. Et la définition de l'innovation part un peu dans tous les sens aujourd'hui. On confond invention et innovation, et on confond innovation et progrès. Donc l'invention, en fait, c'est quelque chose qui va nourrir l'innovation. Et l'innovation, donc, tel que je l'ai défini, innover, c'est adopter un point de vue différent de celui d'une population ciblée et lui apporter un bien ou un service nouveau ou original pour elle, qui va changer ses habitudes. Ce bien ou service peut être implémenté ou adapté pour la population ciblée. Il peut aussi tout simplement être transféré depuis une population qui le connaît déjà. Donc une innovation, en fait, ça peut être quelque chose qui existe depuis longtemps dans un pays étranger, sur un autre continent, et qu'on apporte dans un nouveau contexte. Une innovation n'est donc pas une nouveauté en soi, mais peut l'être. Elle naît d'une opportunité. C'est une grosse différence entre elle et sa cousine l'invention, qui est plutôt la concrétisation d'une idée ou d'une méthode. L'invention peut être reprise dans le cadre d'une innovation ou en être une étape. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans toutes les publications sur le sujet de l'innovation, c'est que finalement, on se concentre vraiment sur la diffusion de quelque chose, la diffusion de quelque chose de nouveau au sein d'une population donnée. Donc ça peut être soit une invention, soit une idée que ce soit politique, une posture, ça peut être une posture pédagogique. Dans la pédagogie nouvelle, il y a beaucoup de choses qui sont diffusées, ce sont des innovations. Ça peut être une innovation technologique qui part en fait d'une invention. Et c'est pour ça, je pense que la notion de mesure de l'innovation par le brevet, c'est un peu biaisé, parce qu'on fait un lien direct avec l'invention. Et on ne prend pas en compte ce qui a réellement engagé les choses auprès de la population et ce qui est un réel facteur de succès et d'adoption. Et après, donc, une fois qu'on a parlé d'innovation, il faut parler de l'innovateur. Donc l'innovateur, qu'est-ce que c'est ? Dans la plupart des ouvrages, alors l'innovateur, ça peut être n'importe qui finalement qui contribue à la diffusion de l'innovation. Mais dans la plupart des ouvrages, l'innovateur, on va se concentrer plutôt sur le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire l'entrepreneur ou l'intrapreneur, celui qui va avoir le rôle final en fait, de diffusion, qui va amener vers le succès de cette innovation. Donc l'entrepreneur ou l'intrapreneur, lorsqu'il agit de l'intérieur d'une structure qui n'est pas fondée, l'innovateur identifie ses faiblesses et les compense avec son réseau ou son équipe. Le succès des communautés de l'open source est grandement dû à l'apparition de ce fabuleux outil de communication qui est Internet, donc qui accélère finalement la diffusion. Il a rapproché les experts à travers le monde pour qu'ils puissent chacun se concentrer sur leur domaine d'expertise. L'industrie s'est développée de la même façon en rassemblant les acteurs de la recherche fondamentale et appliquée, les industriels, les organismes de formation publics et privés, les utilisateurs de solutions, les institutions de financement, les pouvoirs publics, les publicitaires et tous ceux qui contribuent à faire fonctionner l'économie. Chacun de ces acteurs a un rôle dans la conception des solutions, dans la remontée des besoins, dans l'éducation et le développement des savoirs et savoir-faire, et dans la communication au sens large. À tous les niveaux, il est possible de trouver des inventeurs, des bricoleurs, des visionnaires, des explorateurs, des humanistes, des rassembleurs, des pionniers, des entrepreneurs et bien d'autres profils encore. Donc ça c'était donc pour la phase introductive donc, du livre. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à l'explication que je viens d'apporter de la naissance? Sur la notion de brevet, en fait, je suis assez d'accord avec vous que ce n'est pas la seule chose qui définit une innovation. Ouais. Mais en revanche, il y a des tas de choses qui sont pas forcément, des tas d'innovations qui ne sont pas forcément protégées par le brevet ou d'autres modes, et qui devraient l'être, ou qui auraient dû l'être pour permettre à leurs créateurs de garder la patte. En parallèle de ça, je pense que je vais l'aborder un petit peu ensuite. Je parle du mouvement des makers. Et en fait, il y a un peu la notion d'intelligence collective derrière ça. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'inventions qui ont plusieurs auteurs. Quand on commence à chercher, on se rend compte qu'il y a plusieurs auteurs qui ne se connaissent pas nécessairement et qui peuvent être à des zones géographiques opposées. En fait, il y a la connaissance, les savoirs, etc. On se rend compte que l'humanité entière
fait circuler l'information et que les idées qui naissent, que ce soit les inventions, on le voit aussi dans les jurys de start-up, etc. Il y a beaucoup de similitudes entre les idées parce que ça correspond à des tendances et à un niveau d'acquisition, un niveau de développement en fait, global Oui, c'est de la connaissance. C'est-à-dire que ce constat il était largement antérieur à l'Internet et à la Ouais. diffusion de l'information. Quand on parle des sciences, on regarde un peu l'histoire des sciences, il y a des choses qui se sont inventées à différents endroits de la planète dans des moments concomitants, tout simplement parce que tout d'un coup c'était possible. Voilà, c'est ça. Que les éléments étaient réunis, que l'intelligence s'y est appliquée, et donc du coup effectivement rien n'empêche deux personnes à des milliers de kilomètres sans aucune communication ni accès à de l'information commune d'avoir la même idée parce que c'est rendu possible. Ouais. Et du coup, là, il y a une question de légitimité par rapport à la paternité sur un brevet. Mais en fait, il y a un vrai débat autour du brevet, parce que dans certains cas, effectivement, ça protège. Quand tu as des laboratoires qui ont investi des milliards d'euros sur quelque chose qui émerge enfin, il y a une notion de retour sur investissement. Mais en fait, c'est vraiment, on peut débattre au cas par cas, et en fait, c'est un débat qui est assez complexe. C'est pas simple, mais il faut être conscient de tout ce qui est possible et le pourquoi du comment. Et le fait que ce que je mentionne, en fait, c'est vraiment la mesure de l'innovation et du développement économique. C'est pas hyper pertinent, d'après moi, de se baser uniquement sur du brevet. Sachant que et c'est quelque chose qu'on constate, hein, quand tu déposes un brevet ou quand tu inventes quelque chose, tu n'es pas forcément le meilleur communicant. Et une innovation, en fait, on s'en moque de qui a inventé. Ce qui compte, c'est la diffusion. Et donc, si tu es un génie, un inventeur qui connaît plein de choses, tu n'es pas forcément le plus à même, tu n'es pas forcément le meilleur pour amener l'invention sur le marché. Et donc, tout ce que tu vas faire en posant un brevet, c'est bloquer en fait la diffusion. Et donc, ça m'intéresse ce que tu disais sur le fait que finalement on se concentre sur la figure de l'entrepreneur parce que finalement c'est la partie visible de l'iceberg en fait, c'est le porteur de projet qui a un peu à la fois porteur d'idées, diffuseur d'idées, manager de projet, enfin il est un peu multi-fonction et donc il y a un peu un effet, il catalyse l'innovation. Mais l'idée que en fait ça ne peut vraiment prendre de l'envergure que si tu as une espèce d'écosystème d'autres typologies d'acteurs qui sont beaucoup plus invisibles. Je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est aussi un peu ce qu'on essaie de faire à Alsace Digital, c'est-à-dire dans l'association on va essayer de regrouper des gens qui n'ont pas tous le même profil et qui vont justement parce qu'ils ont une diversité de profils pouvoir se nourrir les uns les autres. Et on sait qu'à un moment donné, l'entrepreneur, il a besoin d'un financier ou il a besoin de quelqu'un qui va dynamiser une équipe parce qu'il a une espèce d'énergie, de charisme qui va permettre d'emmener au-delà de... Enfin, à partir du moment où l'innovation, pour moi, c'est aussi aller contre une culture existante. Des usages ou des cultures, ouais. Enfin ce qui est ancré, ce qu'on reconnaît comme étant mon monde. L'innovation, c'est de sortir de ta zone de confort. Donc, pour le faire, on a beau dire, oui, il y a des explorateurs, des pionniers, etc., mais ils sont jamais tout seuls, quoi. Enfin, et ça, je trouve que c'est assez juste ton analyse. Il y a les différents profils et il y en a qui sont peut-être pas très protégés. Et qui ont besoin de se regrouper ou de faire réseau pour pouvoir partager à leur niveau, échanger, expérimenter, sans se faire piller ou sans être mis dans des situations qui ne sont pas bonnes pour eux, quoi. Par exemple, quand tu as un maker génial qui est plus ou moins poussé à devenir entrepreneur, en général, ça se passe pas bien, quoi. Et du coup, c'est une vraie question. C'est un peu tout parce que en fait, le premier tome de Smart World, il se concentre vraiment sur ce processus d'innovation. Et en fait, c'est ce processus-là qui en ressort. En gros, c'est
une confrontation entre la naissance des idées, des trouvailles, des inventions, etc. Et on voit bien en fait que c'est indépendant du reste. Ça alimente, mais le reste, en fait, c'est un écosystème qui fonctionne tout seul. On va potentiellement rassembler des choses qui existent déjà, ou on va aller en chercher ailleurs. Et en fait, on voit bien que le besoin ou le désir, donc ce qui fait qu'on va adopter l'innovation, ben c'est pas relatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on veut de plus en plus, c'est que les labos de recherche soient productifs de valeur, c'est-à-dire amènent directement ce qu'ils inventent sur le marché. Et en fait, quand on s'intéresse vraiment au mécanisme de l'innovation, c'est pas logique en fait. C'est pas logique parce que les idées, la recherche, des fois on va se focaliser, par exemple la recherche sur le cancer, on sait ce qu'on cherche. On cherche une solution pour le cancer, mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche réellement derrière? On ne sait pas, c'est pas parce qu'on a défini ce dont on avait besoin qu'on connaît la solution. Et donc il y a plein d'explorations. Si ça se trouve, la solution, le remède contre le cancer, on l'a trouvé 10 000 fois, mais comme c'était dans un contexte différent, parce que en fait, on l'a trouvé dans le contexte, je ne sais pas, de l'amélioration d'un pneu dans l'automobile. On n'a jamais fait le lien avec le médical, quoi. Et derrière, quand on réussit à faire ce rapprochement, c'est ce qu'on appelle la cross-fertilisation, c'est-à-dire qu'on fait communiquer les différents acteurs de domaines très différents les uns des autres, de cultures différentes, et finalement c'est leur rencontre qui fait qu'on aboutit à des solutions. Mais c'est quelque chose qui est très rare en fait, la cross-fertilisation. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Et en fait, quand on s'intéresse au processus d'innovation, on voit vraiment un détachement entre le besoin, ce qui fait qu'on va adopter l'innovation et la diffuser, et ce qui fait qu'on va inventer. Et il n'y a pas de lien en fait. Enfin, le lien il se fait parce que derrière il y a eu une étape où il y a une personne qui a été confrontée à la fois aux besoins et qui est allée sur un salon par hasard, qui a découvert une solution qui était là. Et là, il a fait l'association des deux. Et en fait, mais quand on a fait l'association, on est passé à côté de plein de choses en fait. On est passé à côté de plein de besoins et on est passé à côté de plein d'inventions. Et donc c'est pour ça qu'il y a une rareté en fait dans le fait d'innover. Et c'est ce qu'on essaie d'accélérer en multipliant les incubateurs, en multipliant les partenariats, en mettant plein de plateformes en place. Il n'y aura pas de possibilité de monter un programme de machine learning qui ferait le lien entre tous vos points là, pour voir si c'est la possibilité d'inventer plein de choses avec tous ces points. Parce que apparemment c'est ce qui pose problème. Oui, en fait, à la suite de la publication du livre, donc il y a 2 ans, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Donc moi j'étais jusqu'à il y a 2 ans chef de projet dans l'innovation chez Dassault Aviation. Et chez Dassault Aviation. Ouais. Et en fait, c'est exactement l'idée que j'ai eue quand je suis parti. Sauf que, en fait, le machine learning, ça s'applique sur une masse de données déjà présentes. Et donc, il faut trouver les mécaniques pour créer les liens entre les différents acteurs pour que ces données soient présentes sur la plateforme. Donc, je suis en train d'y réfléchir. J'en parlerai un peu à la fin. Mais ça fait quelque chose comme ça, non? Avec la méthode prise. Il y a une base de données sur la recherche scientifique sur différents domaines. Et donc il y a un outil qui permet d'analyser la structure des solutions. Et donc quand on fait une requête, on peut avoir par rapport à un problème différentes solutions de différentes matières qui puissent dans ce type de base de données. Alors la méthode TRIZ, je m'y suis intéressé très brièvement, donc je ne la connais pas en détail, je ne l'ai jamais vue appliquée. Mais avec le peu que j'en ai vu, je pense que ça reste quand même relativement isolé. Parce qu'on n'est pas. Il n'y a aujourd'hui pas un outil qui fédère tout de manière active. Souvent, c'est du sondage, c'est des acteurs en fait qui essaient de rassembler autour d'eux sur des secteurs d'activité donnés ou sur des zones géographiques données. Où la méthode TRIZ elle est appliquée dans une entreprise en particulier, mais c'est pas partagé avec d'autres. Ici, c'est une publication de travaux de recherche. C'est vraiment
les travaux scientifiques qui sont validés scientifiquement. Ça a du sens, la base de données, mais la base de données, c'est pas l'outil en fait. Parce que sur Triz, Non, c'est clair. Mais, parce que la méthode Triz, elle est basée sur le fait de rechercher ce que vous disiez tout à l'heure, déjà c'est toute une démarche en entonnoir pour serrer et définir correctement la problématique pour voir ce qui pourrait la résoudre. Et ensuite c'est basé sur un certain nombre de lois de physique, 8 ou 9 lois fondamentales qui régissent les matériaux et le monde entier. Et donc du coup, la base de données là, elle va servir justement à faire émerger les matériaux ou les systèmes ou les organismes qui vont pouvoir être adaptés à la solution cherchée. Et donc c'est compliqué à expliquer parce que c'est genre, pour être juste initié en Triz, c'est 6 mois, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement puissant mais d'extrêmement compliqué. Donc là, la base de données, elle a du sens parce qu'elle est liée à la mécanique de cette méthode qui exige de se baser sur les propriétés en fait, physiques des objets qui sont concernés par le domaine dans lequel on cherche une solution. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais pour vous donner un exemple pour comprendre comment ça marche, c'est une des premières, l'exemple même qui était donné par Kalavici ou l'équipe Triz qui est russe. C'est à un moment donné dans la métallurgie, ils avaient besoin pour des pièces de l'aéronautique, ils sortaient des pièces moulées, enfin des pièces qui étaient à très haute température et donc le métal était encore en fusion. Et donc ils avaient beau faire les robots les plus précis possibles avec les patins les plus doux possibles pour pas imprimer les pièces. Au moment où ils les attrapaient pour les sortir, les démouler, en fait, ou les sortir de la partie qui permettait de démouler. Comme c'est de la fusion, c'est pas démouler, mais peu importe. Il y avait toujours une petite empreinte, même au millimètre, au micron. Et dans l'aéronautique, le micron, à cause des frottements, c'est un défaut. Donc ils cherchaient une solution pour un zéro défaut sur des pièces, mais au niveau du micro, pas au niveau visuel là, vraiment. Et la solution qui avait été trouvée grâce à la méthode Triz, c'est en fait de démouler sur de l'eau, puisque grâce aux propriétés en fait de l'eau qui est de l'eau froide qui déjà accélérait la structuration de la pièce, puisqu'elle accélérait le refroidissement du métal en fusion, plus le fait qu'il n'y avait pas de pince. Donc la solution qui avait été trouvée, c'était de faire une espèce de rivière énorme, hein, parce que les pièces de l'aéronautique, c'était pas des petites pièces, dans une usine, pour que en fait, l'espèce de chaîne de distribution ou de récupération des objets soit liquide, pour ne pas impacter, déformer les pièces qui étaient faites. Et ça a été possible grâce à Triz, parce que justement, ça permettait de travailler sur les contraintes et sur la manière dont on contournait ces contraintes grâce aux lois physiques. Alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est finalement aller chercher qu'un chimiste qui va travailler sur un problème de chimie, il ne va jamais aller chercher quelque chose de mécanique ou quelque chose qui est lié à un autre domaine que le sien parce qu'il est spécialisé. Triz, ça permet de se référer à l'ensemble des lois physiques pour résoudre un problème. Donc de ne pas l'aborder par le biais d'un œil d'expert. Okay. Et c'est possible grâce à une méthode extrêmement processisée et qui exige beaucoup de données. Parce que justement, pour aller voir si à un moment donné, quand on va avoir besoin d'un levier, il existe déjà ou si on va devoir l'inventer. Parce que l'eau, par exemple, là, elle existait une fois qu'on avait trouvé la solution, il n'y a pas besoin d'inventer l'eau. Ouais. Il y a des problèmes où il faudra inventer l'eau qui va permettre, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que cette méthode-là, elle justifie l'accès à toutes les informations scientifiques possibles pour être efficace. Sinon, elle est effectivement elle est diminuée. Comme vous le disiez sur la cour. Oui, non, en fait, là, c'est vraiment ça. La méthode Triz, en fait, elle serait à ce niveau-là, entre l'étape d'interprétation et d'association, parce que, en fait, dans l'innovation... Il y a une étape de Triz qui est à ce niveau-là, parce qu'avant, il y a tout un process. Mais il y a une étape qui serait au moment où on va chercher la forme de la solution. Ouais. On a besoin d'un maximum d'informations pour voir ce qui existe. En fait, moi, l'exemple que je donne dans le livre, c'est... on a par exemple une personne âgée qui n'arrive plus à aller faire ses courses. Du coup, il y a un moment où on va interpréter son besoin. Donc là, on a la manifestation du besoin au désir, elle est en train de mourir de faim. Et l'étape suivante, c'est on va interpréter son besoin. Vous avez défini la problématique d'une autre manière. Voilà. C'est ça, et en fait, cette interprétation, ça peut être, je vais lui livrer la nourriture. Et donc, je vais imaginer, si je fais l'association avec une technologie, ça va être la livraison par drone, par exemple. Ou je vais lui permettre de se déplacer pour aller faire ses courses. Et dans ce cas, on va sur un exosquelette.
C'est des technologies qui sont très différentes, qui ne répondent pas du tout aux mêmes problématiques, dont les contraintes sont très différentes. Et en fait, le lien, le seul rapport entre ces deux technologies, c'est le fait qu'elles permettent dans tous les cas à cette personne âgée de s'alimenter. En fait, c'est la problématique, c'est-à-dire que Ouais. une fois qu'on dit que cette personne ne peut pas se déplacer pour s'alimenter, vous définissez votre problématique pour comment puis-je faire pour réunir cette personne en un même lieu, à cette personne et la nourriture dont elle a besoin. Que ce soit elle qui se déplace ou la nourriture qui se déplace à elle, ou quelque chose qui lui est amené, qui lui permet de faire apparaître cette nourriture, si vous allez jusqu'au bout, et quand vous le positionnez non pas dans la manière, le premier niveau du problème, mais comme une vraie problématique, c'est-à-dire comment faire cohabiter régulièrement, de manière sécurisée, en un même lieu, la personne qui a besoin de nourriture et la nourriture dont elle a besoin. Déjà, Ce serait une manière de formuler la problématique. Cette démarche de formulation, c'est un exercice qui est en soi très compliqué. C'est aussi la première partie de la formation Ok. prise, c'est ça, et c'est la première partie de la formation de toutes les résolutions de problèmes. C'est en fait comment définir correctement la problématique. Et c'est la base de la pensée. C'est-à-dire Ok. que tous les inventeurs, les gens qui ont calculé que la Terre était ronde et quasiment la distance au Soleil avec un bout de bâton et une ficelle, ils avaient, à part le bâton et la ficelle, ils n'avaient que le Soleil et leur cerveau quoi, et leur environnement. Et Ouais. donc ils se sont posé la problématique, non pas par rapport à leurs contraintes, c'est-à-dire ce qu'ils avaient ou ce qu'ils n'avaient pas, mais finalement, quelle est la question que je me pose et comment je peux y répondre. Et c'est dans cette méta-réflexion, on va dire, qui est la base, à mon sens, de toute innovation, que se joue l'intelligence dans le fait d'aborder des problèmes. On peut les résoudre autrement, hein. On peut avoir du bol, on peut trouver qu'une des solutions mais qui convient, mais c'est pas la même La chose. plupart du temps, c'est pas la solution C'est pas la optimale qui même. est trouvée. C'est pas que c'est pas la solution optimale, c'est que on n'aura pas à exercer le maximum de sa potentialité Ouais, à ouais. résoudre le problème. Oui. Alors que quand on est sur la définition d'une problématique, on est sur le niveau méta, c'est-à-dire finalement je m'abstrais de la solution, vraiment je n'inclus aucune partie de la solution dans la définition de la problématique. Et ça c'est quand on est rigoureux en science, c'est ce qu'on fait. Hein. Je suis pas Ouais. scientifique mais j'aime les sciences, donc c'est ce qu'on fait. Ouais, après, ouais. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart du temps, c'est quand même abordé avec le biais de on est dans un laboratoire qui travaille sur telle technologie, Parce que et donc je vais chercher parce que vous êtes dans un monde à ouvert. justifier le fait que ce soit employable ici. Oui, mais là, vous êtes dans un monde où vous positionnez votre constat, ce qui est vrai, dans l'environnement que vous connaissez. Oui, mais c'est ce qui se passe tout le temps, je pense, aujourd'hui. Dans Enfin, les entreprises et les labos, oui, bien sûr. parce qu'il faut défendre en fait les budgets pour financer. Enfin, il y a en fait la logique. La solution que la problématique, c'est En fait, vous parlez de la vision économique de l'innovation. Ouais, mais aujourd'hui c'est comme ça. Hein. Ah non, mais je C'est dis pas comme que ça vous que avez c'est. tort, Ouais. attention, je dis juste que la manière dont C'est- vous positionnez la question, vous, elle est sur... Vous faites le constat qu'économiquement, la manière dont on traite l'innovation est finalement en silo. Alors Oui. que l'innovation, par définition, elle est désilotée, je sais pas comment dire, elle sort des silos, Oui, elle oui, oui. transverse. Et malgré tout, le fonctionnement humain, et notamment économique, fait que la première chose qu'on fait, on la pose dans un silo, qui est le silo économique de la chaîne de valeur de la personne qui veut contrôler cette solution. Et c'est pour ça qu'on crée des tendances aussi. On dit, par exemple, il y a l'intelligence artificielle. Ben, faites tous des propositions où il y a de l'intelligence artificielle. Et finalement, tout le monde, plein de personnes de secteurs très différents et qui connaissent des problématiques différentes vont se positionner sur l'intelligence artificielle. L'année d'après, on lance une autre tendance, la réalité virtuelle, puis etc. etc. Et c'est comme ça aujourd'hui en fait les mécaniques qui sont mises en place pour fédérer tout le monde autour de techno finalement et pas de problématiques. Mais si c'est autour de techno, l'enjeu c'est que il faut que tout le monde puisse les appréhender d'abord. Tu vois, si c'est autour de techno, pour que ça reste vraiment transversal, comme l'a dit Lina, il y a quand même un gros enjeu d'acculturation et de diffusion de la connaissance et de la compréhension commune de cet enjeu. C'est pour ça c'est que pas assez fait, tu vois. tu sais, quand tu vas sur des salons où tu as une techno en particulier qui est soutenue, on voit en fait des projets, on ne comprend pas pourquoi ils sont présentés, enfin, on ne voit pas l'intérêt de ces projets-là. Ça arrive souvent hein, sur des salons de start-up ou autres. Et en fait, justement, je pense que la raison c'est ça, c'est qu'il y a un besoin d'acculturation, il y a un besoin de montrer,
regarde, ça sert à rien, mais ça s'utilise dans ce contexte-là aussi. On pourrait l'utiliser dans ce contexte-là. Je pense à un robot sur lequel il y a une tablette sur le torse. On voit, en fait, on peut faire la même, il suffit de prendre la tablette et de faire la même chose, quoi. Je me souviens d'une application médicale. En fait, c'était même plus pratique de prendre la tablette et d'écrire, mais il y avait ce besoin de mettre en évidence une projection pour imaginer d'autres choses. Et ça, c'est un exercice qui se fait, qui est financé par des grandes entreprises, même si quand on est visiteur, on se demande pourquoi c'est là. Dans le contexte en fait, de l'écriture du livre, j'ai rencontré beaucoup d'innovateurs, que ce soit des entrepreneurs, des chercheurs ou les deux, ou plein de profils très variés. Et en fait, il y a 3 profils, trois personnes que j'ai retenues pendant mon enquête. Il s'agit donc dans l'ordre que j'ai prévu de présenter, donc de Massimo Bonzi, qui a créé Arduino, de Corentin Chéron de Airinov et Rodney Brooks. Donc le premier, Massimo Bonzi, en fait, il était professeur à l'université d'Ivrea en Italie et il était confronté à un problème, en fait, il donnait des cours de physical computing, c'est-à-dire il enseignait à des étudiants en design comment imaginer des nouvelles interactions avec des objets électroniques, donc même les objets connectés. Aujourd'hui, on imagine connecter que ce soit des brosses à dents, des cadres, des bouteilles, enfin, peu importe. Et donc, on imagine tout un tas d'interactions en fait, nouvelles avec des objets. Et ce qui s'est passé, c'est que ces étudiants en design passaient plus de temps à résoudre des problématiques liées à des problèmes de soudure avec les composants qui ne marchaient pas, qui n'interagissaient pas correctement entre eux, que des problématiques réelles d'interaction. Donc il a eu l'idée de créer une carte et un langage avec cette carte qui soit abordable pour ces étudiants en design. Et en fait, c'est de là qu'est née la communauté Arduino, la carte Arduino et toutes ces idées qui ont convergé. Et c'est ce qui a entre autres fait apparaître l'imprimante 3D grand public, puisque c'est avec une carte Arduino, l'idée du labo qui a créé cette première imprimante 3D, la RepRap 2e génération. Son intérêt, c'était de permettre à n'importe qui de faire une imprimante 3D et en plus de faire en sorte que cette imprimante 3D puisse s'imprimer elle-même, c'est-à-dire imprimer une jumelle, etc. Et la clé de la carte Arduino, c'est qu'elle-même était facilement réplicable et par la suite, on pouvait la commander sur Internet. Et ça a donné la possibilité à plein de monde de copier cette carte. Donc c'est... je vais passer l'image. Je vais vous lire un peu le passage introductif de la rencontre avec Massimo Bonzi. Massimo Bonzi est l'innovateur grâce auquel l'imprimante 3D s'est diffusée à l'échelle du grand public ces dernières années. Pourtant, son nom reste presque méconnu. Sa discrétion est très liée à sa philosophie de vie. Lorsqu'on le questionne sur son œuvre, il répète souvent qu'il n'y a aucune raison de se souvenir particulièrement de lui car sa création est née grâce à tous ceux qui ont accepté de le rejoindre dans son aventure. Son aventure, c'est Arduino, une communauté de passionnés née autour d'une carte électronique, d'un écosystème logiciel facilitant grandement sa programmation et d'une série de guides d'utilisation compréhensibles par les moins expérimentés. Les plans de la carte électronique sont partagés et expliqués sur le site internet de la communauté, arduino.cc, de façon à ce que n'importe qui puisse la reproduire. Le code informatique de la carte est téléchargeable sur le même site, tout comme les guides, plus couramment appelés tutoriels. Les membres de la communauté ont peu à peu exploité le potentiel de cette carte électronique pour réaliser des objets de plus en plus fous. La plupart ont partagé les plans de leurs inventions pour rester dans la même philosophie. Les premières imprimantes 3D grand public ont pu naître grâce à des cartes électroniques telles qu'Arduino. Pour que tout intéressé puisse exploiter le potentiel de cette carte électronique, même sans avoir la moindre compétence dans le domaine, Massimo Bonzi a créé l'entreprise Arduino. Il s'est associé à une usine de production pour vendre des cartes complètes et assemblées via différents canaux de distribution. Entre 2005 et 2014, 1,5 million de cartes avaient été vendues.
c'est l'équivalent de plus de 400 cartes vendues par jour pour une entreprise qui avait atteint 50 personnes en effectif. Alors pour l'anecdote, en fait, Massimo Monzi, je l'ai rencontré dans des conditions un peu rigolotes. J'étais au travail et comme tous les jours en début de journée, je regardais les actualités technologiques, toujours la demi-heure où on se tient au courant de ce qui se passe autour de l'innovation, c'est important. Et en fait, j'ai vu qu'il venait à Paris. Et puis je voyais que c'était le jour en fait où je lisais l'article. Je n'avais pas beaucoup de délai si je voulais le rencontrer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté son service de presse. Et ils m'ont dit effectivement, il est disponible un quart d'heure ce soir à tel endroit où il fait sa conférence. Et donc, très bien, je prends le rendez-vous. Et là, je me dis... quand même, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre tous les jours. Ce serait bien que ce soit filmé et que l'interview soit enregistrée. J'avais à l'époque aucun appareil, aucune caméra, rien du tout. Quelques temps avant, j'avais interviewé un maker qui s'appelle Morin Donneau, qui est spécialisé dans le textile intelligent. Et en fait, lui connaissait Massimo et quelques makers. Et donc je lui téléphone et je lui demande, mais est-ce que par hasard, tu aurais une caméra que tu pourrais me prêter ou tu connaîtrais quelqu'un qui aurait une caméra pour filmer cette interview? Et donc il me met en contact avec un caméraman qui travaille pour Makery, qui est le journal des makers en France. Et il se trouve qu'en fait, cette personne devait aller aussi interviewer Massimo Monzi avant moi. Et au créneau juste avant moi. Et lui, en fait, il n'avait pas prévu d'utiliser la caméra, il voulait juste enregistrer pour pouvoir retranscrire, parce que c'était pour un article écrit, donc pas d'interview. Et donc, en discutant avec lui, donc non seulement je pouvais bénéficier de la caméra, mais en plus, je pouvais mener tout l'interview. Donc, l'interview qui devait durer un quart d'heure a duré 45 minutes. Et donc on a pu avoir une vraie discussion avec Massimo Monzi, j'ai pu lui poser des questions très détaillées. Et voilà comment, en fait, dans quel contexte j'ai rencontré. Donc c'était un peu chaotique l'organisation de cette interview. Et en sollicitant les uns et les autres, je suis arrivé en fait à finalement avoir une interview de 45 minutes où on a vraiment échangé sur la profondeur de son projet, sur d'où ça venait, etc. Je m'étais évidemment renseigné au préalable sur le développement d'Arduino et qui était ce Massimo Monzi, parce que en fait Massimo Monzi, moi avant d'avoir vu le matin, je ne le connaissais pas si bien que ça, je ne savais pas trop que c'était lui qui avait inventé Arduino, parce que dans la plupart de ses communiqués, récemment c'est moins visible parce qu'il a été obligé d'adopter une politique différente étant donné qu'il fait fonctionner une société. Mais en fait, pendant très longtemps, il s'est caché derrière la communauté parce que pour lui, la naissance d'Arduino, c'était pas de son fait, quoi. Il a juste contribué au sein d'une communauté. Il y avait ses étudiants qui avaient un besoin, il a eu une idée, il a contacté des gens et ils ont construit ensemble. Et donc, il ne trouvait pas de légitimité à mettre son nom. Le problème, c'est que quand on parle d'un produit, quand on parle de quelque chose qui a du succès, on a besoin d'avoir un nom. Et donc, c'est son nom qui a été sélectionné comme leader. Donc ensuite, donc la deuxième personne sur les trois que j'ai sélectionné, c'est Corentin Chéron, qui a cofondé la société AirInnov, qui est aujourd'hui connu comme en fait le leader du drone agricole. Alors Corentin, en fait, c'est un ami que je connaissais à l'école quand j'ai lancé mon projet de robot sous-marin, parce que lui, il avait lancé un projet de drone aérien. Et en fait, j'ai vu son idée naître dans sa tête en discutant avec lui dans le laboratoire dans lequel moi je commençais à développer mon drone sous-marin. Et j'ai vu tout le développement de sa société. Comment il est rentré sur le marché, comment il a structuré son équipe d'associés, etc. Toutes les aventures ou mésaventures qu'il a pu vivre à travers ce projet.
Et c'est pour ça en fait que je lui ai demandé l'autorisation pour parler de son projet, parce que j'ai eu la chance d'avoir vu un projet comme celui-là naître et gagner en ampleur. Et ils ont été rachetés à un moment donné aussi par Parrot, ce qui n'est pas rien. Parrot, c'est l'un des leaders dans les objets connectés en France. Et donc il a fait partie ensuite de cette grande famille de Parrot. Et donc là, l'extrait que je vous lis, en fait, c'est ce qui m'a permis d'introduire un exemple d'innovation au tout début du livre. Donc, ces dernières années furent témoins de l'invasion de plusieurs engins volants chez les professionnels et les particuliers, les drones. Ils se sont progressivement appropriés des tâches de photographie aérienne, de surveillance d'ouvrages d'art, ponts, centrales nucléaires, etc., de comptage lors de manifestations et de cartographie. Ils sont également devenus la nouvelle passion des modélistes et roboticiens. En 2010, alors que les drones étaient encore loin des projecteurs médiatiques, 2 ingénieurs et un fils d'agriculteur se retrouvent autour de cette passion dans une grange du Poitou et se prennent à rêver. Et si on utilisait les drones pour photographier les champs ? Le drone serait programmé pour survoler automatiquement les parcelles et prendre des centaines de photos. Un logiciel rassemblerait ensuite ces photos pour fournir aux agriculteurs une cartographie de leurs champs, avec le détail de l'état de santé de leurs plantes. Cette information de précision permettrait à l'agriculteur d'en déduire quel traitement appliquer à ses parcelles. Aujourd'hui, les 3 rêveurs sont les fondateurs et dirigeants d'Erinov. En 2015, l'entreprise était l'auteur de plus de 10 000 vols de drones au service de 5 000 agriculteurs. Plus de 100 000 hectares de blé et de colza avaient été cartographiés et l'entreprise cumulait des prix et des récompenses. Elle obtint le privilège de figurer à l'exposition universelle de Milan au printemps et de faire partie des exposants au Bourget pour le célèbre salon des professionnels de l'aéronautique. C'était la première fois qu'un outil machiniste agricole était présent à ce salon. L'agri-drone, le drone d'Erinov, est devenu une marque de la convergence, cross-fertilisation, des technologies de l'aérospatiale et des technologies agricoles. Donc c'est un exemple de cross-fertilisation. Que dire de plus sur ce projet ? Tu lui en as reparlé quand il a été racheté par Parrot ? Oui, mais en fait on se voit régulièrement. Comment tu le vis justement quand tu as une... Enfin, lui, il était dans le scope de Parrot, mais quand Parrot décide de justement se diversifier parce qu'ils sont en grande difficulté justement par rapport aux drones, comment tu fais quand tu as une... personnellement, quand tu as vendu... Enfin, quelque part, il a été racheté, donc il a vendu son invention à Parrot. Ouais. Et quand Parrot hésite tellement, bon, ils l'ont pas fait, mais ils décident presque d'arrêter tous les drones, quoi. Alors ça s'est passé, la crise s'est passée après le rachat. Ouais, bah ouais. En fait, c'est pas facile. Et Corentin, lui, ce qui le passionne, c'est la technologie. C'est la technique. C'est quelqu'un qui arrive à savoir, à connaître la fin de nos phrases avant qu'on les finisse. C'est quelqu'un qui connaît la technologie comme s'il l'avait inventée. Il est vraiment impressionnant. Et en fait, dans ce contexte de crise, lui, il a choisi de quitter Erinov. Et en fait, il a fait un master en intelligence artificielle et maintenant il travaille pour Intel. Donc lui, il a choisi de quitter cet environnement parce que c'est un environnement qui n'est pas facile quand en fait on n'est pas guidé par le commerce et par toutes ces crises, ces restructurations. En fait, dans les cycles d'innovation, ce n'est pas les mêmes personnes qui développent et qui commercialisent les innovations que ouais. Les personnes Et le seul qui est resté en fait de l'équipe de cofondateurs, c'est le commercial du coup. Parce que c'était un autre cycle en fait de l'innovation, quoi. Mais là, c'est passé par une crise. D'accord. Non, mais c'est pour ça dans les entreprises, en fait, souvent on n'anticipe pas non plus assez les cycles et la façon dont les personnes... Alors, on les accompagne dans le fait qu'elles doivent lâcher leur bébé parce qu'ils ne sont plus les bonnes personnes à un moment donné et qui risquent de
faire couler le développement de l'innovation, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes profils, en fait. La troisième personne dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est Rodney Brooks, qui a créé Rethink Robotics. Donc, Rodney Brooks, né en Australie en 1954, obtient une maîtrise en mathématiques pures à l'université de Flinders, puis soutient sa thèse en sciences informatiques en 1981 à la célèbre université de Stanford aux États-Unis, en se spécialisant dans le traitement d'images. Il poursuivra sa carrière de chercheur à l'université de Carnegie Mellon, puis au MIT en 1984. En 1986, il introduit le concept aujourd'hui très populaire de Subsumption Architecture, permettant de se figurer plusieurs niveaux d'intelligence au sein d'un robot, ainsi que la capacité de ce dernier à exécuter des tâches parallèles, comme la plupart des ordinateurs aujourd'hui, à l'aide d'un ordonnanceur. Cet éminent contributeur de la robotique de service est principalement connu pour son approche comportementaliste, une approche qui se concentre sur les robots capables de prendre en compte leur environnement proche lorsqu'ils réalisent leurs actions. Dans sa publication de 1990, Elephants Don't Play Chess, il soutient que pour qu'un robot puisse effectuer des tâches de la vie de tous les jours dans un environnement partagé avec des humains, son niveau d'intelligence le plus élevé nécessite de se reposer sur un niveau d'intelligence primaire traitant les données directement issues des capteurs. Cette intelligence primaire, prioritaire et parfois contradictoire avec l'intelligence de niveau élevé, a pour mission de gérer des réactions critiques comme l'évitement d'obstacles ou la mise en sécurité de l'entourage. Entrepreneur, Rodney Brooks fonde IS Robotics en 1990 avec Colin Engel et Ilan Greiner. Il quitte l'entreprise, alors renommée iRobot, en 1993 et devient directeur du laboratoire des sciences informatiques et d'intelligence artificielle du MIT en 1997. Donc iRobot, c'est en gros ceux qui ont inventé les aspirateurs autonomes qu'on connaît. Un an après avoir cédé ce poste, en 2008, il fonde Rethink Robotics autour du robot Baxter. Se présentant sous la forme d'un simili-humanoïde, Baxter est doté de 2 bras dont l'apparence est proche de ceux qui équipent les robots industriels multifonctions et d'un écran lui donnant une apparence humanisée. Le visage qui apparaît sur cet écran reflète sa perception de l'environnement et des échanges qu'il a avec ses utilisateurs. Donc c'est celui-ci, le robot Baxter. Et donc Rodney Brooks, il a été donc à la tête du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT pendant 15 ans. Donc il a vu énormément de choses se passer. Et autour de lui sont nés tout un tas de projets comme justement le iRobot. C'est marrant, hein, l'interface. Les interfaces humanoïdes. Ah, le degré d'acceptation. Tu vois pareil? Ouais, ça fait partie des problématiques qu'il traite. Il est sensibilisé à tout ça, hein, puisqu'il voit tous ces projets autour de lui. Et malheureusement, Rethink Robotics n'a pas réussi à percer le marché. Ouais. Donc ça a été racheté récemment, je crois, par une société allemande. Mais oui, lui, il n'a pas réussi. Et c'est marrant parce que ça correspond au final à son profil. C'est un scientifique, c'est un passionné de labo. Et dans ses discours, en fait, on ne voyait pas qu'il était en train de vendre. Ce qu'on voyait, c'est un discours pour des scientifiques. On allait à ses conférences, c'était comment la robotique va se déployer à travers le monde. Et donc, il parlait des hypothèses émises dans son laboratoire. Il expliquait la technologie derrière le robot, mais en fait, il parlait surtout pas de l'utilisation. Il était très orienté vers ceux qui étaient derrière lui à créer et très peu orienté vers le public. Parce que là, le marché visé, c'était quand même les boulangers, les chocolatiers, les ouvriers qui avaient des tâches répétitives à exécuter. Donc, il ne s'adressait pas du tout à cette population, il s'adressait aux passionnés de technologie. Donc c'était évident en fait, la manière dont ça allait se passer, mais ça montre... Ne serait-ce que le design du robot, il a l'air d'être assez industriel, assez imposant, lourd.
Ouais, mais en vrai, enfin, les formes arrondies, la matière plastique, ça lui donne un côté un peu jouet qui peut te donner envie en fait d'aller vers le robot. Naturellement, même. Mais c'est vrai que la taille est composante. Rien que la taille fait qu'on est face à un immense objet qui est... Ouais, mais avec un regard d'enfant et. Enfin. Ouais, mais la cobotique, on y est. Ouais. C'est un pas. Hein, C'était juste parce que c'est vrai que c'est un énorme travail, hein, l'acceptation du robot, quoi. Tu poses pas en cobotique, tu poses pas juste le robot comme ça en face de quelqu'un et tu lui dis ça y est, c'est ton nouveau collègue, quoi. Même si technologiquement ça peut se passer comme ça. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est une problématique qui est valable vraiment pour toute l'innovation. Mais ça fait le lien en fait avec la suite, puisque maintenant je vais parler du contexte dans lequel l'innovation s'insère. Et c'est ce contexte qui fait qu'une innovation a des chances d'être ou non adoptée. J'ai identifié un certain nombre d'éléments de contexte. J'ai réalisé une iris. Iris, c'est ça qu'on dit? Ouais, ça vient. Autour de l'individu en fait. Autour de chacun d'entre nous, il y a un contexte qui est composé de l'ensemble de ces composantes qui font pression sur nous. Donc parmi ces composantes, il y a la notion d'habitude, en fait tous ces mécanismes qu'on met en place depuis l'enfance et qui se construisent les uns sur les autres. Et si jamais si on déstabilise en fait une composante de nos habitudes sur laquelle nos autres habitudes se reposent, c'est là en fait où ça fait mal. Parce qu'on, si on prend pas si on essaie de faire accepter quelque chose et qu'on oublie de s'attaquer, de rentrer petit à petit jusqu'à la composante racine qui mène vers l'acceptation, c'est là en fait où on a un rejet. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place quand une entreprise connaît un peu tout ça pour faire accepter une innovation. Il y a parmi les composants, donc très rapidement, donc on a les habitudes, il y a la situation économique, le développement, le niveau de développement par exemple d'un pays, il y a tous les outils et usages, il y a la gestion, la structure, les processus en place. On a les savoir-faire. Il y a des notions d'éthique et de morale aussi. Je vais résumer ce dont je voulais parler ensuite. Donc derrière ce contexte, en fait, donc on a le contexte d'adoption de l'innovation, mais il y a, en fait, ce contexte, il est lui-même en évolution. Et aujourd'hui, on assiste à une transformation assez importante de la mentalité, de la culture, etc. Au point que on a par exemple un témoignage qui dit aujourd'hui, entre un jeune sud-africain, un jeune américain et un jeune français de 25 ans, il y a plus de points communs qu'entre un jeune français de 25 ans et qu'un baby boomer français de 55 ans. En fait, il y a une telle évolution culturelle avec les innovations technologiques d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le web 3.0, les objets connectés, enfin, tout ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, qu'on a en fait, il y a des différences culturelles beaucoup plus importantes entre les nouvelles générations et les anciennes qu'à travers les pays. Et notamment, on a une évolution au niveau de ce qu'on appelle la pensée en réseau. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été il y a eu de grands plans industriels, que ce soit avec le nucléaire, le ferroviaire, au niveau des transports, au niveau de ces grands projets en fait qui sont derrière les grandes sociétés qu'on connaît aujourd'hui, qui s'imposent surtout en Europe. En fait, aujourd'hui, donc ces sociétés se sont développées derrière une dynamique qui est comparable au militaire, c'est-à-dire qu'il y avait une décision et derrière ça se déclinait derrière un organigramme, une hiérarchie décisionnelle parce qu'on savait où on allait. Et aujourd'hui, on arrive dans un monde où on va avoir un découpage qui est beaucoup plus maillé, qui fonctionne plus en réseau, où on va utiliser les outils qui ressemblent à des réseaux sociaux dans les entreprises, qui sont même en extérieur avec LinkedIn. Il y a Facebook aussi qui sert en partie à gérer des groupes, etc. Et quand on va s'organiser autour de projets, on va chercher des compétences complémentaires en fonction des étapes du projet. On ne va plus être dans
on a un grand plan et on l'exécute, on fonce. On va plutôt être on a une vision, cette vision elle est susceptible d'évoluer et voilà comment on avance pour rendre réelle cette vision par itération. Mais vous pensez pas qu'il faut quand même un leadership, quelqu'un qui anime et qui au final... Mais en fait, on va va pas vers ça. En fait, le leadership, on en a toujours besoin aujourd'hui parce qu'il y a cette ancienne culture qui reste. Donc, on continue à nommer des gens, à citer des personnes uniques derrière des projets. On continue à citer des leaders. Mais finalement, ce maillage, il fait que le leadership, il passe de main en main. Il va de personne en personne. Et à la fin, on ne retient pas une personne, on en retient plein. En fait, on oublie même les personnes qui étaient à l'origine derrière, on retient la dernière. Et l'année suivante, on aura oublié la personne dont on parlait et puis on en retiendra une autre. Parce que les nouveaux projets vont de main en main. Et ça se ressent au niveau des entreprises aussi, puisqu'elles se font racheter. On investit dans plein de startups, il y en a une qui marche, elle va soit gagner en envergure et donc on va la retenir elle, soit elle va se faire acheter par un grand groupe. Enfin, on a toute une logique qui se met en place, qui se construit en fait de façon maillée et puis avec une grande vision. Sachant qu'aujourd'hui, il y a justement cette problématique des ressources qui émerge et qui ne fait pas du tout partie de la culture de ces grandes entreprises historiques qui étaient installées parce qu'il n'y avait pas ces problématiques-là à l'époque. Il y avait quelques personnes qui dénonçaient, mais c'était pas, ça restait vraiment anecdotique. Et le mouvement des makers, justement, il met beaucoup en avant ça parce que lui, il pousse vraiment à l'extrême finalement le fait que n'importe qui puisse apporter une idée, contribuer, sachant que le mouvement des makers, il n'a pas un but en soi entrepreneurial. L'entrepreneuriat, c'est une conséquence d'opportunités qui arrivent à la suite, mais le maker, quand il se lance sur un projet, c'est par passion, c'est soit parce que c'est l'opportunité pour lui de développer des compétences sur quelque chose de donné, soit sur une technologie, soit ça peut être de la pédagogie, ça peut être de la philosophie, ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi. Et donc c'est soit cette passion qui va l'animer, soit cette prise de conscience que ce qu'il sait peut servir à une communauté. Et donc il déploie ses compétences pour servir cette communauté. Et là, on est vraiment dans une transformation de philosophie parce qu'il n'y a même plus la notion de est-ce que je suis légitime pour faire cette chose-là. Je prends plus ce recul-là, je me dis, je pense que je suis capable de le faire, je vais tenter et puis je verrai bien. Si je me trompe, tant pis, j'aurai appris, puis je pourrai enchaîner avec autre chose. Si j'y arrive, tant mieux, j'aurais réussi en fait à atteindre mon objectif. Et c'est plus ça, cette philosophie-là qui se développe aujourd'hui. Et c'est vraiment, si on met ces deux générations de personnes l'une en face de l'autre, en fait, on a vraiment une confrontation, une interprétation qui est très proche de ce qu'on peut, des problématiques culturelles entre pays à un moment donné. C'est parce que ce que font les jeunes sans légitimité, pour s'engager sur des actions, sur des initiatives, ça peut être pris par les plus anciens comme de la défiance, du non-respect, c'est interprété comme ça. Il y a vraiment ça qui se met en place. C'est pour ça que c'est important là, d'avoir en fait, ce mouvement de Fab Lab interne aux entreprises, ça rejoint ça en fait. Ça rejoint le message qui est donné, qu'ils peuvent aussi explorer autre chose et des zones d'excellence en dehors de leur... de leurs attributions fixes. Je pense que et c'est vrai que il y en a 2 ou 3 qui ont émergé là sur le territoire et c'est important parce que c'est aussi transgénérationnel. Donc du coup, tu as moins de défiance aussi. Et pour le coup, oui, là, ça fait cohabiter aussi bien les anciens que les plus jeunes. C'est les Fab Labs, ça regroupe toute cette population et les plus âgés qui sont dans les Fab Labs sont super contents parce qu'ils peuvent transmettre ce qu'ils ont appris et il n'y a pas cette... en fait, on met de côté il y a cette philosophie qui veut que l'information ce soit le pouvoir et que dès qu'on délivre de l'information, finalement, on se rend faible. Si j'en dis trop, finalement, c'est-à-dire que lui pourrait me remplacer. Ça, c'est une ancienne façon de voir les choses qui est liée en fait à l'écosystème qui est en train de se transformer aujourd'hui. Ça existe encore dans beaucoup d'entreprises, hein, mais c'est en train de se transformer parce que la nouvelle philosophie, c'est finalement plus je donne d'informations,
plus je partage, plus on va partager avec moi, plus je vais grandir avec les autres et finalement plus je vais être reconnu au sein de mon écosystème. C'est vraiment un changement de paradigme assez fondamental. Et donc on a cette confrontation vraiment de deux cultures hein, qui se comprennent plus ou moins. Les Fab Labs en fait qui sont dans les entreprises, ils existent parce qu'il y a un porteur qui a réussi à convaincre, mais tout le monde n'est pas encore convaincu. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que celui qui anime ce Fab Lab, si un jour il doit retourner, par exemple si on parle d'une usine, s'il doit retourner avec les autres ouvriers ou les autres compagnons, potentiellement comme il a été mis en avant à un moment donné, il risque d'avoir des difficultés à se réintégrer s'il a eu une reconnaissance à un moment donné. Et en fait, on vit vraiment avec ces deux mondes hein, qui cohabitent et ça se transforme, mais voilà, c'est encore en transformation. Voilà, c'est le... J'avais une question. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre, le premier, en tout cas, même si En fait, c'était un seul livre. J'ai écrit les deux en parallèle. Et c'est le découpage de la structure du livre qui fait que ça s'est transformé en deux livres. Et ce qui m'a amené à ça, c'est la réflexion que j'ai eue sur l'innovation, l'impact sur l'emploi, sur la position des uns et des autres. C'est aussi, j'avais besoin, moi qui suis passionné par justement la technologie et le défi technique, j'ai envie d'être engagé dans des actions fortes pour apporter autour de moi. Et en fait, quand j'ai découvert que ça pouvait avoir un impact négatif, j'ai eu besoin de répondre à un certain nombre de questions. D'accord, sur tout à l'heure, les voilà. que vous receviez, l'impact J'ai eu comme un impact négatif ouais. auquel vous deviez répondre. J'ai eu ce besoin de savoir si cette implication que j'avais allait réellement dans le sens de l'intérêt commun et pouvoir me positionner par rapport à ça. C'est vraiment ça. Du coup, qu'est-ce qui en résulte Ce qui en résulte, ce qui en résulte, c'est une meilleure compréhension de l'environnement. C'est mon engagement en ayant quitté Dassault Aviation pour me lancer dans une start-up pour créer en fait l'outil que je suis en train de développer, c'est une solution en ligne qui permet à des structures d'accompagnement de fédérer des communautés d'entreprises. Donc c'est dédié par exemple aux incubateurs, aux structures d'accélération et transfert technologique, les SAT. Ça peut être la CCI, ça peut être toutes ces structures qui ont besoin de fédérer des communautés d'entreprises. Ça permet aux organisations de trouver les services dont elles ont besoin, ces structures d'accompagnement dont elles ont besoin en fonction de la définition de leurs besoins. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de permettre à tous les experts, à toutes ces compétences qui sont dans tous ces écosystèmes, de profiter de cette transition qu'on vit aujourd'hui pour, par exemple, des personnes qui ne se retrouveraient plus dans les valeurs des entreprises de l'aéronautique, pour qu'elles voient en fait le potentiel qu'elles peuvent apporter à l'écologie ou à la transition énergétique ou ce genre de choses. Parce qu'en créant une plateforme comme ça qui entremêle les compétences et les services, en fait, tout le monde se retrouve sur la plateforme et on a cette idée de cross-fertilisation, on a cette idée de comment faire cohabiter tout cet univers en fait, sur la plateforme. C'est comme ça, moi, que je l'ai traduit derrière. C'est faciliter la transition.